Allez, bonsoir à tous, on va attaquer, s'il vous plaît, c'est l'heure. Bonsoir au nombreux public. Conseil d'été. Donc, pour commencer, je vais faire l'appel. Allez, Sylvain Barrier, absent excusé, donne pouvoir. Martine Ginet, Agnès Bessette, oui. Christian Blachon, oui. Anne-Sophie Bresse, Madeleine Chabanol, absente excusée, donne pouvoir à Frédéric Largeron, Françoise Chalençon-Liotier, oui. Bruno Dufortitre, présent. Dominique Durieux, oui. Jacques Garcia, Martine Ginet, oui. Frédéric Largeron, oui. Gwendoline Lehmann, oui. Marilène Mancini, présent. Sylvie Marcoux, absente excusée, donne pouvoir à Julie Terraria, Johanna Millet, absente excusée, donne pouvoir à François Polner, Bruno Moulin, Arter. Ok. Rémi Pangot, présent. François Polner, présent. Pascal Poinot, présent. Monique Reynaud, absente excusée, donne pouvoir à Agnès Bessette, Emmanuel Salgueau, présent. Julie Terraria, Julia Touillard. Bon, c'est bon, on peut attaquer, on est assez nombreux. Procès verbal du 10 juin, qu'on verra après. Secrétaire de séance, y a-t-il un ou une volontaire? C'est Durieux Dominique, merci. Donc maintenant, procès verbal du 10 juin 2021. De 11 pages, des remarques. Pas de remarques, donc Pongo il l'a bien fait. Rémi, pour l'approbation. Françoise. Françoise, ben. Ah. Il y a un thé? Françoise, il faut arrêter le santé. Pour son approbation, des abstentions? 4. Donc, adopté à la majorité. Merci. Donc, les décisions, on a souhaité avoir un avis d'un expert, un médecin des arbres, pour notre patrimoine arboricole, boulevard Avenue Saint-Roch. Gros patrimoine qui fait beaucoup de débats depuis que je suis tout petit, il en fera encore après. Le frêne de la pêchoire qui est au-dessus de la piscine, qui a eu un accident, et nos arbres qu'on a boulevard des Passementiers. Bon, il y aura d'autres diags sur les Valères et le Seny plus tard, et ça fera l'objet d'une présentation au cours du conseil par Dominique, mais aussi d'une présentation plus tard, parce que là on vient de finir le diagnostic. Il faut d'abord savoir comment ils sont malades et comment ils vont bien ou pas bien pour savoir ce qu'on en fait après. C'est assez logique comme démarche, et on a acheté, donc suite au plan de relance numérique par l'État et suite aux demandes des deux écoles primaires et maternelles de notre territoire, donc pour la somme équivalente à 20 € près, 8 312 € SIM informatique pour Françoise Dolto et 8 333,03 € chez Pau Début pour Jeanne d'Arc. Vous voulez le détail ou pas du matos? C'est bon? Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a des tables rajoutables. On fait des travaux de l'album. Il y a Jeanne d'Arc a pris un tableau interactif. Dolto remplace des ordinateurs portables et a un vidéoprojecteur à installer dans la salle de motricité. Plus quelques logiciels et une partie de l'entretien. Voilà, t'as pas eu ça, Agnès, quand tu travaillais, mais bon, tant pis pour toi. T'es capable de prendre ta retraite. Donc, comme nous l'impose la loi, et conformément au code de procédure pénale, chaque commune
doit élire ses jurés d'assises donc pour l'année 2022 pour nous. Donc on fera ça une fois par an. Donc je vous propose que la plus jeune, donc la main la plus innocente de l'Assemblée, tire dans sa boîte à chocolat là-bas. Et après, quand tu me donnes des chiffres, et je donne les noms, et Isabelle les note, et il faut que la personne... Il a plus de 23 ans et habite le département de la Haute. Merci. 9, mais vas-y doucement. Au Jérémy. J'en mets pas. 46 avenue de la Guerre, 4340 Saint-Didier-en-Velay. Au Jérémy. Vous avez mis en quelle année? Ah, pardon, 89. C'est bon. C'est bon. C'est combien à 5? Le 9. Bessette Denise Catherine Marie, épouse Gibin, 48. C'est l'année de naissance, 48. Ouais. Le 7. Comète Françoise Georgette, épouse Laine, Cornet-Bord, donc le Crozet c'est toujours Saint-Didier, né en 58. Le 8. Je reste sur celui-là. Oui. Richard Cornu, Les Garennes à Saint-Didier, né en 71. Le 3. C'est le dernier là. C'est Dieu, c'était pas. Alors. Drouet Ghislaine Lucie Marie, né en 60. Allez, vas-y. Le 10. La Couture Romain Yves Marie, 96. 25. Si, c'est bon. Pile. Le 2. Marcou Marie-Laure Dominique Nicole Delphine Sophie, avenue du Bois Saint-Didier, né en 78. Le 8. Olagnon Marguerite Janine, Faubourg de la Siove, né en 37. Épouse Corbon. Et le 7. Reynaud Raymond Pierre-Antoine, Faubourg de la Pêchoire, né en 55. Le compte est bon, merci. Alors ça, je vais faire un conseil où je vais donner la parole beaucoup aux adjoints, ça me va bien. Donc on va commencer par, alors ça concerne les acomptes de la participation au GEC pour l'école Jeanne d'Arc, hein, comme on fait traditionnellement chaque année, et pour ça je passe la parole à Agnès. Oui, donc c'est par rapport au forfait. Merci. Par rapport au forfait versé à l'OGEC chaque année, qui est calculé sur le coût d'un enfant de l'école publique par rapport aux dépenses de fonctionnement. Donc il est versé en 3 fois, en 3 parties, donc deux acomptes de 35 000 € et un solde en fin d'année après le coût le prix de revient le coût d'un enfant de l'école publique. Donc on le vote chaque année, donc ce qui serait bien c'est de voter en une seule fois pour que les acomptes soient versés de façon régulière, ce qui permet à l'OGEC d'avoir une fluidité dans la trésorerie.
Voilà, donc en fin d'année, le solde sera calculé en fonction des dépenses de l'école publique. Voilà, donc 2 acomptes de 35 000 € qui seraient versés au 1er avril et au 1er juin, et un solde en fin d'année, novembre-décembre. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? On vote pour les 2 acomptes. Ou alors on passera plus, on sera versé systématiquement au 1er avril et au 1er juin, et le solde après sera versé au mois de novembre après calcul du montant. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des voix contre? Merci. C'est bien, comme ça nous évite des délibres, ça ne change rien au fonctionnement. Et les calculs sont toujours effectués et travaillés en commission scolaire en fin d'année. Alors j'ai peut-être fait une erreur là. Marilène me dit que j'ai dit 25 000 €. Non, c'est 2 acomptes de 35 000. Donc on va te la mettre secrétaire aussi, comme ça elle peut contrôler. Donc après, le carrefour de la mairie, je l'ai mis sur la table, il me semble, à l'entrée. Il est consultable par tout le monde, même par le public, hein, vous faites le tour. Donc c'est le projet, hein, donc on avait acté ça dans le bonus région. Des premières réunions vont avoir lieu en juillet, le cours des travaux attaquera en septembre, les façades de la mairie, probablement à l'automne aussi. Donc dernièrement, on avait attribué par la commission d'appel d'offres les lots de VRD à Trémont, hein, je vous le rappelle, entreprise désidérienne, et les façades de la mairie à Pétussereau. Et donc on avait déclaré 2 lots infructueux en maçonnerie et en serrurerie par rapport à des estimations qui étaient un peu, qu'on avait trouvé bizarres par rapport à l'estimatif. Donc comme l'impose la procédure, on a reconsulté. Sur la serrurerie, on a une bonne surprise puisque l'entreprise Logier Saint-Sigolène, donc c'est à côté, qui travaille très bien, nous a proposé, et Convert Industrie qui a redéposé une offre. Donc Convert est resté au même montant, à 22 000 et des poussières, alors que l'estimatif était à 15 000. Et Convert, pour le même boulot, hein, nous fait une offre à 15 000. Non, pardon. Logier, oui. Excusez-moi. Donc c'est pas mal. On est bien. Et puis bon, Saint-Sigolène, ça reste dans le canton. Même si c'était pas un Christian de Chaux. Et donc pour le maçon, on a contacté directement, comme nous le permet la loi, un petit maçon de 10 jours, parce que ceux de Saint-Didier, ils sont débordés, comme tous dans le coin. Et il nous fait une proposition pour un montant de 41 979,02 hors taxe, donc il se rapproche de l'estimatif de Royer qu'on avait au début, mais bon, il se peut aussi que le bureau d'études était un peu faible sur la maçonnerie. Mais aussi l'avantage de ce petit maçon, c'est qu'il respectera les délais. Donc je vous propose d'attribuer ces lots à Convert et à Liogier, pardon, j'en veux pour Convert, excusez-moi. Et Garnier-Clément pour finir cette attribution des marchés pour qu'on puisse attaquer ça tranquillement au mois de septembre. C'est bon pour tout le monde? Des abstentions? Des voix contraires? Donc bon, je pense que pour suivre le chantier, vous avez tous vos yeux, et donc vous pourrez voir l'évolution des travaux. De toute façon, ça va attaquer par la viabilisation du parking, de la maçonnerie, et ensuite l'embellissement au niveau espace vert, mettre de la verdure, et un peu de serrurerie pour faire des choses sympathiques, notamment sur l'espace vert à côté. Vous avez le plan, il est à votre dispo. Donc après on avait du matériel assez vieillissant, voire même caduc au niveau des services techniques. Donc il a été proposé, enfin la commission avait regardé sur un inventaire de notre matériel, et par rapport à ce petit tracteur qui permet à un de nos employés de faire pas mal de désherbage et de petits travaux, voire d'autres choses sur la commune,
il fallait réinvestir, et ce dont s'est chargé Serge Fournel et Dominique Durieux, qui va nous présenter maintenant. Comme tu l'as si bien dit, du coup c'était effectivement du matériel vieillissant. Pour histoire, ce tracteur Izeki date de 1999, donc avait bien vécu et commence à nous donner pas mal de soucis. Et par là même, il y avait une tondeuse aussi, une Kubota. Donc ces deux choses qui n'apparaissent pas dans le tableau ici présent ont fait l'objet d'une reprise de 8 000 €. Donc au montant qu'on a en hors taxe, il faudrait logiquement rajouter 8 000 €. Mais comme c'est une reprise, voilà, on va se dire qu'on a le total hors taxe net. Donc, bon, l'historique 99, et l'utilité, ben, forcément, c'est un remplacement, déjà une. Et c'est un petit tracteur qui pourra être utile dans le centre-bourg parce qu'il n'a pas un gros encombrement, et qui sera utile aussi pour les chemins. Parce que cette personne du service technique, justement, effectue ce genre de tâches, auxquelles on associera une remorque, mais ça, c'est une parenthèse. Et en même temps, sur l'achat de ce micro-tracteur, on a considéré qu'il faudrait l'utiliser aussi en hiver pour les petites rues. Et donc, on a acquis pour la somme de 4 300 €, puisqu'on a retenu l'offre de la société Chapuis, une lame à neige convertible. Voilà, pour la totalité d'une somme de 28 200 €. Donc, je vais vous demander de voter. Qui s'abstient? Qui est contre? Et merci pour les services techniques. Donc apparemment, d'après nos techniciens, la marque John Deere, c'est très fiable, très costaud. Et donc si 99-2021, ça fait... Ouais, 2 ans de, bon, 2 ans de main de vie, voilà, etc. Mais effectivement, ils préféraient avoir un choix sur un objet fiable. Et donc John Deere s'est présenté comme fiable déjà dans les services techniques. Bon, enfin, John Deere, c'est anglais, parce qu'ils sont en finale. Donc après un vieux dossier désidérien, pas loin de la piscine, qui contrainte depuis plusieurs années sur nos cours de tennis, qui étaient presque partis en litige. Donc il fallait s'occuper du dossier. Bon, Bruno s'en est occupé, et il va nous expliquer tout ce qu'il a fait pour trouver une solution à l'amiable, on va dire. Ouais, donc j'ai repris ce dossier qui traîne depuis, on va dire, l'origine, hein, puisque c'était en 2010 ou 2011. Il y avait eu les cours de tennis qui avaient été refaits par la société Envirosport. Et il y avait eu après 1 an ou 2 ans d'exercice, il y a eu des genres de soufflures qui étaient apparus sur les terrains de tennis. Et il y avait commencé à y avoir des échanges de mails en demandant des reprises, si on pouvait les reprendre. Ça n'empêchait pas de jouer, hein, de toute façon, hein, personne, mais il y avait des soufflures qui ont apparu. Hein. En fait, tu connais bien le dossier. Hein. Donc il fallait avant que la décennale finisse, donc si elle finissait au mois de mai de cette année, il fallait traiter ce dossier. Donc je l'ai pris à bras le corps. Et pour pas me faire influencer sur quoi que ce soit, j'ai demandé à 2 sociétés de venir, sans le président du tennis, sans rien, pour m'expliquer un petit peu combien ça allait coûter, ce qu'il fallait faire. Donc chacun m'a fait des devis, donc j'avais fait venir Auvergne Sport et puis Laquais. Donc ils m'ont fait des devis, donc je savais à peu près où j'allais. Et après, j'ai appelé la société Politan sur laquelle on était en litige, parce que c'était Politan qui avait racheté Envirosport. Il y a eu des rachats, donc c'est là où ça devient compliqué, c'est que les rachats, les ci et ça, c'est là où ça se complique, personne ne veut trop payer. Donc j'ai fait venir Politan et puis on a commencé à discuter. Et je leur ai demandé, je leur ai dit que bon, les cours, on les avait quand même utilisés pendant une dizaine d'années. On a toujours pu jouer dessus, ça n'a jamais trop, entre guillemets, gêné personne. Mais il fallait traiter ce dossier par rapport au litige qu'on pourrait avoir. C'était soit on partait en procédure, soit on trouvait on va dire un arrangement financier où les 2 parties pouvaient mettre la main à la pâte, à la poche, je veux dire la main à la pâte, la main à la poche. Et ce qui fait que bon, connaissant à peu près ce que valait un cours de tennis, la reprise d'un cours de tennis, c'est entre 8 500 et 10 000 € à peu près.
Donc, j'avais ces devis. Donc, après, derrière, bon, il m'a fait une offre en me disant qu'il s'était saigné, que c'était suite à ce litige pour qu'on ne parte pas en procédure. Donc, après, si on partait en procédure, il y en avait pour 3 ou 4 ans encore. Hein. Donc, il m'a fait un devis en me disant qu'il me mettrait, donc, qui reprendrait les 3 cours pour 15 996,40 € hors taxe. Somme qui, pour moi, est acceptable. Parce que si on regarde les prix de devis que j'ai entre 25 000 et 30 000, donc 15 000, pour moi, je trouve que c'est bien. Surtout qu'ils vont me mettre, normalement, ils vont me mettre une couche d'accroche, 2 couches de résine à 1,3 kg au mètre carré, alors qu'il y en avait certains qui me proposaient dans leur devis à 500 grammes au mètre carré, donc c'est vraiment plus. Et surtout, ce qui va être appréciable, je pense, pour les tennisman, c'est en bicouleur. Donc je vous propose d'accepter ce devis à 15 996,40 € pour la société Politan France Entreprise pour la régénération de ces 3 cours de tennis extérieurs. Il y a des questions par rapport à ce dossier? Fred, tu le connais bien, donc il n'y a que toi qui peux poser des questions. Je veux juste te féliciter d'être arrivé à résoudre ce dossier parce que, comme tu l'as bien dit, c'était très compliqué. Tu as eu une approche différente finalement qui porte ses fruits. Hein. C'est vrai que nous, on avait échangé avec le tennis, avec ceux qui avaient aussi également qui avaient fait les travaux. Et c'est vrai que c'était très compliqué parce que, comme tu l'as dit, ça a été repris, l'entreprise a été rachetée, les interlocuteurs avaient changé. Donc voilà, rien à dire de plus, très bien. C'est un bon dossier qui sera bien résolu et qui pourra éviter des problèmes dans le temps, puisque comme tu dis, si on était parti au combat, on va dire, on aurait encore, le dossier aurait encore traîné plusieurs années. La seule juste petite question, au niveau planning travaux, comment ça va s'organiser? Alors, j'ai vu avec Georges Jurine, il voudrait que ce soit fait avant le 4 septembre, donc j'ai bon espoir. J'ai à peu près ce qui va se, je sais à peu près ce qui va se passer, mais ça va se faire avant le mois de septembre. Donc parce qu'on a réussi, le fait de prendre en bicouleur a permis de prendre des choses sur stock. Donc j'ai demandé au tennis s'ils étaient d'accord sur les couleurs. Ils sont tout à fait d'accord, au contraire, ils sont enchantés. Et ça va permettre comme j'ai pas besoin d'acheter de la cam, ils n'ont pas besoin de la faire venir, de faire des travaux assez rapidement. Voilà. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité des présents, merci. Merci pour le tennis surtout, parce qu'on va enfin travailler. Bon, comme quoi il faut 10 ans pour résoudre un litige, quoi. C'est le jeu. Alors après, notre hall, dont les travaux avancent à un rythme à peu près normal et dont l'été devrait être signe d'achèvement des travaux. Il y avait déjà une subvention leader qui était en cours à l'intérieur du projet, donc il fallait un peu se dépêcher pour le mobilier, pour pas la perdre. Les fonds européens, on est inscrit sur l'enveloppe, donc on ne devrait pas les perdre. Donc François Polner s'est pris de ce dossier à bras-le-corps avec l'aide aussi de l'architecte, parce qu'il était dans le mouvement et était de bons conseils. Il a consulté des entreprises et va nous expliquer ce qu'il a, conjointement avec tout ce beau monde, réfléchi pour un peu meubler pour l'instant notre hall, mais bon, ça n'empêche pas qu'au fur et à mesure des utilisations, on pourra refaire des choses. Mais bon, pour le moment, pour l'utilisateur de septembre, il fallait un peu mettre du matos à l'intérieur. Donc on a commencé à réfléchir sur le mobilier de la halle avec Monsieur Guaran, donc l'architecte en charge du projet depuis le début, sachant que un chantier qui a pris pas mal de temps attendait une seule chose, c'est d'être meublé
et on espère qu'il va l'être pour l'inauguration tant attendue le 28 août. Hein, si ce n'est pas le cas, il sera meublé en tout cas avant la fin de l'année. Le projet du mobilier de la halle, ça concerne 4 espaces couverts. On est dans du mobilier intérieur uniquement. On ne va pas parler de mobilier extérieur, mais uniquement du mobilier qui va aller dans les parties couvertes en rez-de-chaussée, dans la mezzanine à l'étage, dans la salle d'exposition qui va faire 60 mètres carrés, et enfin dans la grande salle de danse 200 mètres carrés. On va commencer par cette salle de danse à l'étage, la salle de 100 mètres carrés. Cette salle ne va recevoir aucun mobilier fixe dans cette acquisition de mobilier. La salle d'exposition, idem. Donc pour ces 2 salles, on n'a pas de mobilier qui sera fixe. On aura par contre des tables de 2,60 m par 1 m. On aura 6 tables qui se plient et qui pourront être stockées dans le local qui est situé à l'étage, un local de 9 mètres carrés qui accueillera ces 6 tables, qui permettront aux exposants lors des expositions temporaires dans la salle d'exposition d'exposer, qui permettront à des expositions en rez-de-chaussée de se dérouler, puisque ces tables elles vont pouvoir se mettre dans l'ascenseur, elles pourront descendre en rez-de-chaussée, avec 30 chaises qui se mettent sur un chariot, et ces 6 tables et ces 30 chaises seront stockées dans le même local. Donc pour les 2 grandes salles à l'étage, c'est tout le mobilier qui est prévu pour l'instant. On reste à l'étage, on est dans la mezzanine. Quand on sort de l'ascenseur ou quand on sort de l'escalier, on a une mezzanine où on va trouver des fauteuils dans l'angle et un fauteuil en face. Des fauteuils, c'est des modules qui sont d'une forme cubique, de forme parallélépipède, qu'on trouve comme au Crédit Agricole. Ça fait pour ceux qui sont déjà au Crédit Agricole à l'agence à Saint-Didier, ça fait des gros fauteuils carrés, ok ? Donc des fauteuils où on a un petit module entre chaque fauteuil où on peut poser quelque chose, où on peut mettre son téléphone à charger. C'est assez contemporain. On trouve aussi un présentoir pour, en sortant de l'ascenseur, trouver un petit peu de documentation. Ainsi, les gens qui vont monter à l'étage, qui attendront entre un enfant qui sera à la danse, par exemple, ou qui serait dans une exposition, pourraient prendre 5 minutes pour s'asseoir sur ces canapés. On trouvera également des porte-manteaux dans le couloir qui mène à la salle de 100 mètres carrés, pour nos conditions hivernales. Et c'est à peu près tout pour l'étage. Si on redescend au rez-de-chaussée, on va trouver une grande table au milieu, car le projet de départ, si on s'en réfère à l'architecte M. Guaran, le projet de départ, c'est de mettre une table au milieu pour accueillir les gens quand ils rentrent dans la halle, et pour pouvoir réunir des gens autour de cette table. C'est une table haute qui va reprendre le matériel aluminium qu'on trouve dans les arches, au niveau des pieds de la table. Donc on va avoir des pieds en forme d'IPN qui reprennent le matériel acier, et puis on va avoir un plateau en bois qui lui reprend le plafond de la halle découvert. Donc on va avoir ces 2 matériaux pour donner de l'harmonie au niveau de l'esthétique. Ça va être assorti à la halle rénovée. On va également trouver dans ce rez-de-chaussée des poufs, des gros poufs, il y en aura 4, colorés, pour les enfants, pour les lectures de la médiathèque communautaire, ou pour d'autres événements qu'on pourra créer, pour des marchés peut-être qui donneraient une possibilité à des enfants de s'asseoir, ou d'avoir une animation municipale. On pourrait imaginer pas mal de choses. En tout cas, ces poufs, ils seront déplaçables, ils seront donc destinés au jeune public, et ils seront accompagnés d'un meuble en bois qui accueillera des livres pour enfants. Donc une petite bibliothèque municipale avec des livres pour enfants qu'on pourra utiliser dans le futur. On reste en rez-de-chaussée, donc toujours, et on est parti sur de la végétalisation, puisque apparemment le projet manque cruellement de végétalisation, et le centre-bourg a une petite défaillance au niveau du végétal. Alors on va trouver des petites jardinières quand on monte dans la halle, sur les côtés, avec des jolies plantes qui donnent un petit peu de végétal. A également été commandé un support de télévision professionnel. Donc ça, c'est un meuble professionnel qui accueille une télévision, qui accueillera dans le futur une télévision qui n'est pas encore acquise, qui aura une télévision de 130 cm, avec un ordinateur qui sera enfermé dans un coffre sécurisé incassable. Donc on est dans du matériel professionnel.
Et cette télévision, elle a été réfléchie en commission, dans la commission communication. On avait discuté de ça 2 fois cette année, et on trouvait que c'était une bonne idée de mettre une télévision à cet endroit. Donc, quand on est dans la partie couverte extérieure de la halle, on verra la télévision qui sera sécurisée dans la partie intérieure de la halle. Ça permettra de diffuser des contenus visuels avec des couleurs, sans avoir besoin d'un panneau lumineux qui coûte quand même à peu près 20 fois plus cher. Donc on aura une télévision de grande qualité derrière les vitres de la halle, et grâce à ce support, on pourra être autonome dans nos créations de contenu et notre diffusion de contenu à un endroit central où, encore une fois, le but c'est d'amener des gens, et donc attirés par la lumière vers cet écran, les gens auront peut-être envie de venir encore plus souvent sous la halle, donc dans le centre-bourg. Et je crois qu'on a fait le tour du matériel commandé, du matériel du mobilier, et les présentoirs aussi, des présentoirs des présentoirs en bas, des présentoirs pour mettre un petit peu de brochures touristiques, brochures municipales, etc. Et puis aussi une poubelle avec un casier recyclage, plastique, papier, et tout venant. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc, plusieurs devis ont été demandés pour l'acquisition de ce mobilier. Et il vous est proposé d'accepter le devis de Sodesk Mobilier pour un montant de 23 576,88 € hors taxe. Et est-ce qu'il y a peut-être des questions ? Comme ça, d'ordre général, je dirais. Donc, tu as bien spécifié que tout ce matériel, les tables et les chaises surtout, resterait à l'intérieur, ne seront jamais utilisés sous la halle. C'est une très bonne question. Alors, le mobilier est en effet du mobilier à destination d'intérieur, mais le mobilier pourra par contre descendre en rez-de-chaussée, au niveau de la partie couverte intérieure. On pourrait imaginer qu'un exposant d'une exposition artistique ou autre utilise une table du haut en bas avec des chaises, mais on n'est pas dans des chaises qui vont être pour accueillir du public ou des festivités. Voilà. On a déjà au niveau de la commune. Hein. Et puis, juste une autre question. Donc, au niveau de la table d'accueil, donc tu as parlé de table d'accueil, d'un web TV, bon, et puis des présentoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura accès à cette partie, par exemple, mettons en été, là, comme ça sera ouvert, il y aura présence d'un personnel, il y aura quelque chose ou pas? Alors, il est vrai qu'on parle du mobilier intérieur de la halle, donc forcément on parle de destination de la halle. Lorsqu'on a réfléchi avec M. Guaran et qu'on a discuté pour bien vérifier la destination d'origine du projet et bien choisir le mobilier en fonction de la destination, on part sur une halle qui n'est pas ouverte, en permanence, où les gens circulent en permanence. Hein. Le mobilier, il est choisi pour cette halle c'est pas un hall de gare non plus, quoi. Ça reste quand même un endroit qui va être contrôlé, mais ça va être encore à définir au niveau des horaires. Mais en tout cas, c'est pas du tout un endroit qui va être ouvert H24. Enfin, ma question en fait directe derrière qui venait, l'idée n'est pas de pouvoir arriver à créer un petit point comme le petit point info qu'on a ici en mairie, de le déplacer là-bas sous la halle. En tout cas, le point info, si on revient sur celui-ci, c'est vrai qu'il est en cours de réflexion. Donc il y a une réflexion qui est en cours sur ce point info. On en a discuté aussi en commission. À l'heure actuelle, rien n'est acté. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de proposition de la commission par rapport à un déplacement du point info au niveau de la halle. Mais ce sont des choses qu'on discutera avec grand plaisir en commission. Une dernière petite chose. Donc la télé, si j'ai bien compris, pourra servir de support, on va dire, d'annonce, entre autres, donc pour les assos, pour toutes les actions qui peuvent être faites par la municipalité. Cuise du tableau, du grand panneau qui est actuellement juste à côté, qui me semble être éteint la semaine dernière quand on était sous la halle. Quel est son avenir? Alors, le panneau lumineux qui est sous la halle, il était éteint la dernière fois lors de la fête des associations, c'était circonstanciel,
car il y avait une coupure de courant liée aux travaux à l'intérieur de la halle. Mais il est rallumé, hein. Là, il fonctionne, il fonctionnait hier en tout cas. Les panneaux lumineux, on avait annoncé dans le bulletin municipal qu'ils feraient l'objet d'une réflexion en 2021. Ils ont déjà commencé à faire l'objet d'une réflexion en janvier 2021 avec les membres de la commission communication. Et on est resté dans le statu quo encore. Le contrat, il va jusqu'à fin octobre. C'est un contrat annuel. C'est un contrat qui coûte quand même 2 000 € par an. Donc on est dans le questionnement. Va-t-on garder ces panneaux lumineux? Va-t-on partir sur un contrat de location? En tout cas, ces panneaux, pour l'instant, ils fonctionnent encore. Mais c'est pas le même coût qu'un téléviseur qu'on achète une fois et qui après est autonome. On n'a pas besoin de maintenance, on n'a pas besoin de payer 2 000 € par an. C'est vrai qu'après ça s'additionne et qu'on en est déjà à des jolies sommes sur les panneaux lumineux. Donc le téléviseur de la halle pourrait à terme remplacer le panneau lumineux qui est situé au-dessus sur la maison qui est de la République. Le panneau lumineux du centre pourrait peut-être disparaître. Il se peut que dans le futur on vienne vous faire des propositions. En tout cas, donc du coup l'acquisition du téléviseur et donc du meuble professionnel qui va accueillir ce téléviseur sous la halle a été une proposition de la commission et ça semble pertinent. Ça va faire économiser de l'argent à la commune et ça va nous permettre de nous libérer aussi de ces panneaux qui sont, d'aller plus loin que le seul visuel texte et de pouvoir mettre de l'image, d'ajouter de l'image au texte pour des diffusions de contenu plus attrayants. Ça veut dire que la commission communication va se pencher sur l'avenir de ces panneaux lumineux et peut-être soit la disparition, soit la réimplantation ailleurs dans le village. Alors tout à fait, ça a fait l'objet de discussions déjà lors des dernières réunions de commission, hein, en janvier, là, puis là au mois de mai ou au mois de juin. Et c'est une discussion qui de toute façon va être associée au fait qu'il va y avoir une télévision à l'AL, donc pourquoi un doublon? Et est-ce qu'on garde des panneaux dont on est propriétaire pour lesquels on paye de la maintenance, ou est-ce qu'on passe sur un contrat de location pure pour des panneaux qui seraient plus, pour un seul panneau qui serait plus à chaque fois updated, qui serait mis à jour, qui serait plus récent, quoi. On aurait le dernier cri à chaque fois pour 500 € par mois à peu près en location. Mais bon, 500 € par mois, ça fait toujours 6 000 € par an. Pour un panneau lumineux, c'est à peu près ça, hein. Pour avoir de la bonne qualité et avoir le dernier cri tout le temps. Donc ça reste quand même... Voilà. Et réflexion également du fait de la rénovation du carrefour de la mairie. Voilà, on verra aussi le panneau qui est là-bas. Est-ce qu'il s'intégrera toujours dans ce nouveau carrefour donc à étudier aussi. On va pas engager les débats ce soir. Je le ferai en commission parce que on peut y rester longtemps. C'est pas ce soir qu'on décidera, hein. De toute façon, déjà finissons ce qu'on est en train de faire et en cours d'année décidons de l'avenir de tout ça. Vous aurez le temps. Sinon, je précise sur le montant qui est marqué sur le rapport, il y avait aussi un devis qui a été demandé à l'UGAP, notre fournisseur de mobilier, qui est à 27 416,42 €, donc on a quand même un delta de 3 839,54 € entre ces deux potentiels fournisseurs. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Voté à l'unanimité. Merci pour la halle. Donc on donnera le dossier à Isabelle Davant pour qu'elle fasse la demande de subvention. Allez, pendant que le rideau se déroule, je rappelle juste un peu d'histoire de local de Saint-Didier. Pendant le mandat 2008-2014, il a été demandé par un agriculteur de Four, Jean-Pierre Pichon, pour ne pas le nommer, de refaire la voirie pour qu'ils aient un accès un peu plus sympathique par rapport aux camions qui ramassent le lait. C'est des camions assez importants. En début de mandat 2014-2020, il y a un adjoint dont son nom est à consonance hispanique, je ne vous dirai pas qui c'est, qui avait commencé le dossier. Il y a eu des transactions, des bouts de géomètre de fait, des délibérations. Apparemment, ce dossier manque de justesse sur la délibération, donc Martine s'est saisie du dossier, va nous présenter ce qui va être fait pour qu'on finalise avec les propriétaires, pour finaliser les abstentions privées et publiques de chacun. Oui, donc Manu parlait des vieilles histoires désidériennes, ben, en voilà une autre.
Donc on est à Four et on avait ce tracé de voie qui a fait l'objet d'une demande de déplacement par les habitants, donc pour le camion de ramassage de lait et aussi pour la maison de Madame Augier qui avait un souci d'assainissement non collectif. Donc ça a démarré en 2014, la commune avait délibéré pour acter cette volonté de déplacer la voie. Et en 2016, il y a eu une autre délibération qui a acté d'autres principes, dont le fait que ce serait des échanges sans soult, que la commune réalisait la voie nouvelle en contrepartie, et que les administrés concernés payaient les frais de géomètre et les frais de notaire. Donc c'est resté bloqué depuis parce que tous les administrés ont été bien d'accord pour payer les frais de notaire, mais il semblerait que ça pose quand même un peu de problème maintenant. Et puis aujourd'hui ça bouge parce qu'il y a des éléments nouveaux en fait. Donc il faudrait, pour mieux peut-être saisir, prendre la convoque. La convoque qui vous a été envoyée, parce qu'il y a tout un tas de petites lettres là dans le document d'arpentage qu'on retrouve donc dans le texte de la convocation. Voilà, donc ça c'est le document d'arpentage et c'est ce qui fait apparaître aussi la nouvelle délibération. Alors la nouvelle délibération, elle va aussi prononcer le déclassement de cette partie désaffectée de la voie publique, là qui est au nord, parce qu'il y a eu une enquête publique qui a été conduite en 2016, mais le déclassement n'avait pas été prononcé. Donc il y avait eu des conclusions et un avis favorable qui avait été donné par le commissaire enquêteur. Donc aujourd'hui, si on reprend le texte qui est dans la convoque, on propose donc de vendre, de céder à Madame Seu la partie qui est en bleu là et qui est donc une emprise de 155 mètres carrés qui est désignée par la lettre petit J. On propose aussi d'acquérir gratuitement à Monsieur Jean-Pierre Pichon le petit H et le petit E, pour des surfaces respectives de 21 mètres carrés et 159 mètres carrés, qui correspondent au sol de la voie nouvelle, et d'échanger avec Madame Augier, donc le cas de 53 mètres carrés sur l'ancien tracé, avec le B, de 45 mètres carrés qui correspond au nouveau tracé. Alors, dans l'immédiat, donc on sait qu'on va pouvoir régulariser, et c'est à la demande du notaire en fait, parce que quand on lui a présenté la délib de 2016, il a dit je ne peux pas passer un acte de vente avec ça, c'est pour ça qu'on repasse aujourd'hui. Donc ici, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, Pichon, monsieur Alain Royer et sa femme achètent à Jean-Pierre Royer la 219, et pour acheter la 219, il faut régulariser la 220. Donc, on va commencer par régulariser la 220 et la 217. Dans le même temps, Madame Augier est aussi d'accord pour payer les frais de notaire. On n'a plus qu'un blocage là-dessus. Mais ça revient à dire que dans l'immédiat, on va pouvoir au moins régulariser le sol de la voie nouvelle, qui est emprunté par la circulation générale. Donc déjà, en termes de responsabilité, c'est une avancée. Et puis, on va se trouver avec le sol de l'ancienne voie et le sol de la nouvelle comme appartenant à la commune. Donc une dans le domaine privé, celle-ci aussi dans un premier temps, pour être versée au domaine public dans un deuxième temps. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des voix contre? On a adopté à l'unanimité, merci. Bon, il n'y a plus qu'à aller chez le notaire, donc, pour régulariser tout ça. Ou en partie. Donc, on va changer un peu de domaine. Après de l'urbanisme, on va passer à du scolaire. Donc, la commission a bien travaillé là sur la cantine et sur la facturation et sur un fonctionnement nouveau à la rentrée scolaire. Et donc Agnès va nous présenter ce qu'on doit délibérer, puisque pour facturer, c'est quand même de l'argent public, on se doit, vis-à-vis du trésor public, d'être en phase avec des tarifs acquis publiquement. Voilà, donc la cantine de l'école publique fonctionne sur 3 services. Il y a un service d'enfants qui sont en maternelle, qui mangent au sein de l'école,
et 2 services en élémentaire où ils vont manger au collège. Alors, pour information, sur l'année 2020-2021 qui vient de se finir, il a été servi 10 810 repas. Ce qui fait une moyenne de 80 repas par jour. Voilà. Donc, pour la rentrée prochaine, les inscriptions à la cantine se feront par Internet via le site de la Comcom où a été installé depuis ce matin un onglet spécial Cantine Saint-Didier. Voilà. Donc, les inscriptions pour la cantine se feront jusqu'au vendredi midi pour la semaine suivante. Sachant que quelqu'un peut s'inscrire tout un mois s'il le veut, sur 15 jours, il n'y a pas de limite. Voilà. Donc le prix du repas reste à 3,15 €. Si il y a des inscriptions hors délai, c'est-à-dire après le vendredi à midi, le repas sera majoré à 4,50 € s'il n'y a pas de justificatif. C'est sûr que s'il y a des parents qui ont un rendez-vous imprévu, qui ont quelque chose d'imprévu, le repas sera facturé à 3,15 €. Si le repas est réservé et si l'enfant ne mange pas, c'est pareil, sans justificatif, le repas sera facturé à 3,15 €. Voilà. Et si le repas est réservé mais non pris avec un justificatif, si l'enfant est malade ou si les parents sont dans l'obligation de venir le récupérer avant l'heure, le repas ne sera pas facturé. Voilà. Donc ce système d'inscription par Internet, c'est pour un gain de temps par rapport à l'école. À l'heure actuelle, c'est Delphine Secky, l'aide maternelle référente, qui fait les factures. Là, suite à la formation qu'on a eue il y a 8 jours, en fin de mois, en 2 clics, tout est fait, tout est réglé, tout est envoyé à la perception. Donc on va gagner pas mal de temps, et même au niveau des inscriptions, le collège est au courant, donc eux, ils auront le nombre de repas par anticipation, donc au niveau des commandes, ça va quand même réduire le gaspillage alimentaire. Voilà. Donc on fera une commission école assez rapidement pour mettre en place ce règlement de la cantine et pour prévenir et avertir les parents par mail individuel et par mail directement par message directement sur le site de la Comcom. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Tu viens de dire que là, c'est pas passé en commission école, du coup, encore, la mise en place de ces tarifications. Si. Les tarifs, on les a passés en commission école. D'accord. Alors, je me posais la question par rapport à 2 choses. Alors, cette majoration à 4,50 €, est-ce qu'il y a un coût qui a été calculé pour justifier du prix de 3,15 € à 4,50 €? Pardon. Non, on a regardé un petit peu les communes alentours. Donc la Chapelle d'Aurec sont pareil à peu près dans les repas entre 3 et 4, je ne sais plus exactement le nombre de centimes. Leur repas majoré est à 10 €. Et il y a une autre commune, je ne me souviens plus laquelle, qui est à 6 €. Ouais, la plupart doublent leur tarif. Nous, on voulait majorer un peu le tarif pour responsabiliser les parents. Voilà. Si c'est un oubli, je veux dire, chaque cas se discute. Si c'est un oubli, la première fois, ce ne sera pas forcément facturé. Mais on ne veut pas que ça devienne récurrent pour des parents, comme ça se passe à l'heure actuelle, qui regardent le menu en arrivant le matin, et puis tiens, ils disent aujourd'hui c'est frites, nuggets, ben, je mange à la cantine. Voilà. Est-ce qu'on sait combien de parents, justement, enfin combien de familles dépassent les délais, ou est-ce qu'on a un ordre d'idée du nombre de problématiques? Alors, non, on a... non, je ne sais pas calculé, mais bon, ça arrive. On a vu qu'avec le Covid, où on a demandé, puisqu'il fallait plus d'espace pour les enfants les séparer, il a été demandé aux familles
qui pouvaient venir récupérer leurs enfants, donc les parents ne travaillaient pas, on a baissé d'une dizaine de repas à chaque service. Donc c'est quand même... voilà. Ils ne sont pas facturés par le collège, du coup. Non, des enfants qui ne sont pas venus manger. Donc c'est des enfants qui mangent d'ordinaire à la cantine, soit pour manger avec le copain, soit parce que le menu est bon, soit parce qu'ils ont saoulé les parents le matin. Voilà. Je veux dire, c'est pas forcément parce que les parents travaillent et ne peuvent pas venir les chercher. D'accord. Du coup, on est d'accord que le collège facture le nombre de repas réellement pris par les enfants à 3,15, peu importe le délai d'inscription. Donc là, on est sur le fait de sanctionner, le mot est un petit peu fort, hein, mais majorer en tout cas les repas pour les parents qui ne s'inscriraient pas dans les délais et qui n'ont pas de justificatif quand un enfant est malade, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés chez le médecin. Oui, pardon, pas forcément chez le médecin, mais je veux dire, si c'est un enfant qui est inscrit le matin et qui vient à l'école et qu'on renvoie parce qu'il est malade, pas besoin d'avoir le médecin pour voir qu'il est malade et qu'il ne mange pas à la cantine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les enfants sous PAI ont été prévus? Pardon? Les enfants qui ont un PAI ont été Prévu? Oui, dans le fiche d'inscription et dans la liste qui sort, c'est automatiquement coché. Dans la liste, donc chaque jour, la liste sera tirée et les enfants qui ont un PAI sont marqués avec PAI. Donc à l'heure actuelle, ces enfants, puisqu'ils ne peuvent pas manger n'importe quoi, donc les PAI, c'est des enfants qui ont un avis médical, qui ont des allergies ou des choses comme ça, pour expliquer à tout le monde. Donc ces enfants-là amènent leur repas. Donc à l'heure actuelle, ils ne payent pas leur repas et c'est rentré dans le logiciel, les PAI ne payeront pas de repas. Pas d'autres questions? Alors, qui s'abstient pour ces tarifs? Qui vote contre? Merci. Bon, merci Agnès. Donc maintenant qu'on a proposé de refaire les cours de tennis, il faut aussi continuer de soutenir le club de tennis, comme c'est fait traditionnellement chaque année. Par rapport à l'emploi sportif qu'ils ont, ça majore un peu la subvention, donc Bruno va nous l'expliquer. Oui, Manu. C'est pas une majoration de subvention, c'est que le tennis club demande par rapport à l'emploi salarié sportif qu'ils ont de faire une répartition de la subvention. Donc comme elle est proposée, c'est-à-dire que on a alloué lors du dernier conseil municipal une subvention de 4 059,50 € au club de tennis, et eux ils demandent que soit mis 1476 € qui serviront à participer au financement de l'emploi salarié sportif de profession sport, et le reste de la subvention, les 2583,50 €, ça sera pour le fonctionnement général du club. En finalité, ça fait la même somme, mais ils veulent une répartition au niveau de leur emploi salarié. Voilà, c'est ce qu'on fait depuis des années et des années pour le tennis club, pour qu'ils puissent bénéficier de tout ce qu'ils peuvent bénéficier. Voilà. Donc il y a des questions par rapport à ça? Voilà. Il y a des abstentions? Des voix contraires? Bon, l'unanimité des présents. Merci. Donc après, sujet suivant, donc je sais pas si, enfin j'ai pas pris de PowerPoint, je suis désolé. On a deux antennes assez importantes sur le haut de la commune, une à côté des cycles, du magasin de cycles, qui est géré actuellement par Ivoris. Donc Ivoris, c'est une filiale du groupe Altis SFR qui héberge
Orange, SFR et Bouygues aujourd'hui. Et donc on avait installé en 2016 une antenne après la maison de la chasse qui fait 32 mètres de haut sur un terrain de 50 mètres carrés qui est communal et où il y a seulement Free et puis une petite bricole hertzienne pour des données de GRDF. Donc j'ai le TDF qui est bailleur de cette antenne à Robert, parce qu'au départ c'est la télévision qui avait des utilités publiques sur toutes les communes de France et de Nevers avant la création d'autres antennes, nous a sollicité, donc il nous propose éventuellement de renouveler le bail avec des conditions plus favorables qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 2000 € de part fixe et 2500 € par opérateur. Il nous propose de laisser la part fixe à 2000 € et 3000 € par opérateur. Donc j'ai regardé le bail de Ivory, qui est l'antenne qui est à côté du magasin de SIC, qui est quand même la plus visible qu'on a de la commune par rapport aux maisons à côté et quand on circule. Le bail s'arrêterait en 2023. Donc je me suis dit dans ma tête, j'ai fait un calcul savant, si on reprolonge, donc si on reprolonge avec TDF, ils nous font les conditions favorables. On reprolonge de 10 ans de plus. Si on dénonce le bail de chez Ivory, enfin dans les délais, c'est un peu avant 2023, les opérateurs iront logiquement sur l'autre antenne, et du coup on supprimerait une antenne du champ visuel de Saint-Didier. On va pas supprimer les zones. Les ondes, pardon, à l'époque actuelle, je pense qu'on ne va plus vivre sans téléphone, etc. Mais on supprimerait au moins une antenne. Donc du champ visuel, ça serait plus sympa. Et en plus, on aurait 500 € de plus par opérateur, donc on ferait une belle opération. C'est pour ça que vous avez tout le détail dans votre convocation et sur les antennes. Là-haut, il y a 50 mètres carrés de terrain qui est à nous, sur celle qui est plus au fond vers la maison de la chasse, 32 mètres d'antenne. Il y a une dalle technique au sol, une petite clôture, un accès souterrain pour des adductions, notamment d'énergie. Et donc, il nous propose de prendre une durée de 20 ans. Et puis après, de nous le prolonger tous les 10 ans, sauf si on dénonce. C'est toujours dénonçable d'une installation d'antenne. Est-ce que ça vous suscite des interrogations ou des questions? Si j'ai bien compris, Manu, tu proposes donc de re-signer le bail pour l'antenne du haut, celle qu'on parle, et donc lorsqu'arrivera la fin du bail 2023 de l'autre antenne, de ne pas le renouveler, du coup, et d'imposer aux opérateurs qui sont sur l'antenne, enfin d'imposer, d'essayer de leur faire comprendre que s'ils veulent rester sur Saint-Didier, il faudra qu'ils aillent se mettre sur l'autre antenne. Voilà, c'est ça, la stratégie, c'est de se dire, c'est nous qu'on commande sur notre sol et on fait ce qu'on bon nous semble. Et donc si on ne renouvelle pas le bail pour l'antenne existante où il y a des trop plus gros opérateurs, de fait, je pense qu'ils iront sur l'autre antenne, qui en plus peut desservir une partie de Pont-Salomon. C'est aussi pour ça qu'elle a été mise là. Et donc du coup, on n'aurait plus qu'une seule antenne sur la commune, avec un peu plus en plus d'argent qui rentrerait dans les caisses. Sans plus de dommages ni de désagréments qu'aujourd'hui, voire moins. Ok, parce que, enfin, je sais pas, c'est dommage que Bruno soit pas là, parce qu'il aurait peut-être pu me confirmer dans les dires que je vais prononcer, mais il me semble qu'il y avait eu, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, une réflexion sur une nouvelle antenne, mais plus du côté en partant sur le Mont, si je dis pas de bêtises. Il y avait eu quelque chose sur... non, ça vous parle pas, non, Isabelle. Il me semble qu'il y avait eu quelque chose sur une réflexion justement vis-à-vis d'une couverture sur Saint-Didier ou de certaines zones blanches. Voilà, je me dis, est-ce que c'est pas un risque? Enfin bon, après, ça c'est un autre dossier différent, mais juste comme ça dans la réflexion, il y avait eu quelque chose avec la proposition d'installer une autre antenne en partant là-bas vers la scierie de monsieur... J'ai perdu son nom. Debar. Merci Isabelle. Écoute, bon voilà, moi c'était juste une remarque parmi tant d'autres, mais bon voilà, pour ça. J'ai des vieux souvenirs que donc la dernière antenne qui s'est installée, il y avait eu une étude de répercussion sur la commune, déjà qui
prévoyait que les taux étaient tout à fait acceptables par la population et qu'en plus, son endroit permettait de desservir un maximum de désidériens. Donc, je me fais pas trop de soucis. Il y en a plus aujourd'hui avec sur une partie, oui, sur celle qui a plus d'opérateurs que sur la prochaine potentielle pour desservir toute la commune. Via données TDF. Hein. Enfin, c'est bon. Donc bon, j'espère que cette stratégie est la bonne. On le saura tout de suite en 2023, de toute façon. Donc pas d'abstention, pas de voix contraire. Je vous remercie pour votre soutien. Et puis, on se tiendra au fait de faire, Isabelle, il ne faut pas l'oublier, de noter, de ne pas oublier cette dénonciation, je crois qu'il y a 6 mois ou 9 mois avant, pour l'antenne Ivory, 12 mois, pardon. Donc en 2022. Merci à vous. Donc après, on va parler de nos locataires qui sont chemin des Frères Boyer, au-dessus de nos services techniques. Donc on a des locaux commerciaux qui sont loués pour le moment par Harrod, 492 mètres carrés à 887,52 € hors taxe. Chavana, 340 mètres carrés, 650 € et Côte, 407 mètres carrés à 1036,21 €. Alors c'est pas tous les mêmes bâtiments et le même aménagement. Heureusement qu'ils sont pas là parce que ils nous diraient qu'ils se payent tous trop cher, mais bon. Donc pour ce qui concerne Chavano, c'est l'objet de ce soir. Il a eu son premier contrat de location en 2014. Et il avait eu la première année gratuite, ce qui lui a permis d'aménager, de s'installer une petite salle pour manger, des toilettes, etc. Donc il a approximativement fait 15 000 € de travaux et après il a eu 600 € de loyer. C'est toujours du hors taxe. Après, il a eu un deuxième contrat de location de 2016 à 2018, de 600 € la première année, 650 € la deuxième année. Ensuite, un troisième contrat de location de 2018 à 2020, 650 €. Et un quatrième qu'on avait fait d'urgence l'année dernière, donc les domaines sont passés là-bas, donc toutes les entreprises ont connu la valeur estimée des domaines, donc il ne savait plus s'il achetait pas. S'il louait, donc moi je lui ai dit que je voulais bien garder des entreprises sur la commune, mais je préférerais qu'on s'engage sur des baux un peu plus longs, 369 ça me paraît un peu mieux, malgré qu'ils peuvent être dénoncés si la personne arrête son activité ou revend. Hein. Et nous, ça nous assure des ressources un peu plus fiables, parce que d'un an ou deux, c'est assez aléatoire. Voilà ce que je propose, un 369. Et puis la question c'est est-ce qu'on n'augmente pas par rapport au coût du mètre carré de la construction, par exemple, à 700 €. Voilà la proposition. L'augmentation serait calculée plus sur un indice. Ouais. Mais ça fait à peu près ça, quoi. À 3 ou 4 € près. Ouais, voilà. D'accord. L'indice du coût de la construction. Juste une petite question, où est-ce qu'il en est de ses paiements? Parce que je sais qu'il avait pris beaucoup de retard. Donc dernièrement, il y a eu des rentrées de liquidités de la part des loyers, il n'y a pas eu de soucis. Les retards sont comblés, aujourd'hui il n'y en a pas, il n'y a rien en retard. Il a toujours peut-être l'objectif de peut-être faire autre chose ou pas, mais bon, dans les clauses du contrat, s'il vendait ou cédait son activité, on peut arrêter le contrat. C'est pas pour l'embêter de faire un 369, c'est plutôt pour travailler avec des entreprises sur le long terme, quoi, parce que des contrats précaires, bon, si les entreprises veulent partir, elles peuvent, mais c'est quand même mieux de partir sur des bouts un peu plus longs. Sachant qu'aujourd'hui, il a du boulot, hein. Même beaucoup, et donc on n'a pas de problème de rentrée d'argent de la trésor.
Donc, pour Chavannes 369 à 700 €, ça va à tout le monde? Des abstentions? Juste Manu, du coup, dans le bail, tu indiques que c'est indexé à l'ICC pour le réactualiser chaque année automatiquement. Ok. Donc, je leur propose pour Chavannes un bail 369 à 700 € taxes par mois et on affrétera la remarque suivante que le coût sera indexé à l'ICC. Pas d'abstention, pas de voix contraire. On va repartir ça. Et la prochaine facture sera faite en séance. Et l'année prochaine, j'irai voir les deux autres commerçants pour leur proposer la même chose, puisqu'ils arrivent en fin de bail, je crois, en 2022. Donc, vu qu'on a des ressources, on a aussi des dépenses. Donc, parfois, il arrive que nos salariés fassent des heures supplémentaires. C'est assez légiféré aujourd'hui, hein, puisque c'est l'autorité territoriale ou le chef de service qui demande. Comme par exemple, quand on a demandé, je sais pas, à Jean-Louis Souligné de conduire le bus pour les élections un dimanche, ou quand il y a des choses pour la neige, ou d'autres choses administratives. Mais c'est surveillé et c'était déjà encadré par un décret de 2002. Toutes les collectivités sont encadrées par des lois, mais je pense que les comptables publics, comme on fait faire à la Comcom aussi, veulent encadrer encore un peu plus ces heures supplémentaires qui peut-être que sur certaines communes étaient peut-être moins regardées, et donc il faut qu'on délibère pour que lorsqu'on fait les pailles qui sont signées, les heures supplémentaires sont quand même revérifiées encore avant de partir à la trésorerie. Donc pour nous, pour nos secrétaires administratives, avec les grades ci-dessous, donc il n'y a pas Isabelle, parce que c'est normal, elle est trop bien payée. Après, il y a la filière technique, où il y a tous nos agents des services techniques et toute notre filière scolaire au niveau des ATSEM. Donc le contingent, c'est 25 heures par mois par agent, hein, c'est pas plus déjà. Et puis c'est pas tous les mois que chaque agent en fait. Donc je pense que les comptables publics ont eu des ordres de reblinder un petit peu le truc et nous demande de délibérer en séance pour que, quand on signe les heures à chaque fin de mois, il n'y en ait pas non plus un contingent trop important, ce qui peut peut-être, enfin là, bon, c'est de la suspicion, se produire sur des communes un petit peu douteuses. Tout le monde est d'accord pour qu'on fasse comme ça pour payer nos agents qui ont droit aux heures supplémentaires. À l'unanimité. Merci à vous. Mais Isabelle, il faut vérifier qu'ils n'en fassent pas trop quand même. Donc il n'y a pas de couvre-feu, mais on arrive quand même aux questions diverses. Donc on va commencer notre traditionnel tour de table. Et on commence par la droite. C'est simplement pour... Non, c'est bon. Agnès. Marilène. Tu voulais pas nous parler de... Eh ben oui, vas-y. C'était simplement pour dire que le CCAS va participer au vide-grenier, donc au mois d'août, et donc les modalités restent à déterminer. Voilà. Merci. Donc c'est bien que le CCAS s'investisse déjà dans la vie locale, et puis en plus, ça sera, j'espère que vous allez trouver des ressources. Donc c'est de l'argent qui rentrera, ça vous fera toujours ça de ressources en plus. Oui, tout à fait. Mais bon, ça reste à déterminer encore les conditions. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on se réunisse en urgence, là, en fait, pour préparer justement le mois d'août, parce que les congés arrivant, on ne va pas tous être disponibles pour pouvoir prendre des décisions de ce qu'on va faire. Après.
Alors j'ai quelques questions diverses que j'ai englobées dans un petit papier que j'ai écrit. Je vais essayer de pas trop être longue, mais je voulais vraiment revenir sur un point particulier. Et je pense que le conseil municipal, c'est le moment idéal pour le faire. Je voulais revenir sur le courrier que tu as adressé aux désidériens avant les élections régionales. Alors je voulais juste dire déjà en préambule que c'est pas du tout pour moi l'occasion de créer une quelconque polémique, mais simplement, je pense que voilà, le conseil municipal c'est un organe où c'est un lieu de débat et d'échange, et moi personnellement, ça m'a un petit peu surprise, et je me fais aussi le relais de plusieurs désidériens qui ont été interpellés. Alors, c'est vrai que quand j'ai reçu ce courrier, Manu, dans ma boîte aux lettres, j'ai signé par toi en personne, j'ai cru faire une syncope. J'ai plusieurs, du coup, questions à te poser sur cet épisode, parce que je dois dire que pour moi, en fait, être maire, c'est être maire pour toute la population, c'est être maire, faire avancer la commune pour l'ensemble des désidériens, même si on ne partage pas les mêmes idées ou les mêmes priorités. Alors, je suis bien d'accord que le soutien politico-politique est légal. Alors, je vais te faire grâce de te demander qui a acheté le papier, qui les a imprimés, même si ça pose quand même de nombreuses questions aux administrés, y compris à moi. Mais ici, je dois dire sincèrement que j'ai pas du tout approuvé cette méthode. Et d'ailleurs, peu importe qui tu soutiendrais. Il ne s'agit pas du tout ici du parti politique en question. En réalité, je me demande en fait, nous, autour de la table, qui on est en tant qu'élu minoritaire, élu majoritaire à Saint-Didier, pour pouvoir vouloir à ce point orienter le choix des désidériens, et surtout pour un scrutin qui est extra-communal. Alors il me semble que chaque désidérien est en mesure de lire, de s'informer et de suivre en toute liberté ses choix électoraux. Alors que tu aies un engagement politique personnel assumé, je le respecte complètement. Que cet engagement politique en tant que maire soit utilisé pour orienter le choix de nos administrés devant les urnes, ça me gêne vraiment. En fait, j'ai la sensation, là, quand j'ai reçu cette lettre, d'avoir eu un maire qui, au lieu de conduire des affaires communales pour tous ses habitants, est utilisé lui-même comme un outil de propagande d'une campagne extra-communale. Alors ensuite, passé le choc de la méthode, j'ai appris que ce même courrier, aux mêmes phrases, aux mêmes mots, à la ponctuation quasi identique, a été envoyé dans plusieurs communes de la Haute-Loire, dans le seul et unique but de valoriser un parti politique et, disons-le, un homme politique. Alors, c'est vrai que, en toute honnêteté, j'ai un sentiment très lourd de déception face à ça, et parce que je pense que c'est la même chose pour une grande partie d'entre nous. Ce qui nous a poussé à être ici, c'est s'engager pour la ville, pour un village qu'on aime, développer des idées et surtout s'engager pour l'intérêt général de tous les désidériens. Et on dépasse l'idée d'un simple parti politique en étant ici. Alors du coup, je te pose ma première question. Quel est l'intérêt pour Saint-Didier? Quel est l'intérêt pour les désidériens de politiser à ce point la commune? Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Mon ressenti, moi je vous le dis aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de rupture qui a été instaurée à cause de cette politisation à outrance. Autour de cette table, je suis persuadée qu'on a tous des sensibilités différentes. Il n'y a pas que deux courants de pensée. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire, ça outrepasse un petit peu la politique, c'est même plus philosophique. Et en fait, ça serait facile de tous nous mettre dans des cases. Mais moi, en fait, je vois des élus qui ont des idées, des convictions, et qui en échange, d'ailleurs, en commission, arrivent à échanger, à débattre. Et même si on est en désaccord parfois, entre nous, on arrive toujours à travailler, et d'ailleurs, on s'en félicite, dans de bonnes conditions ensemble. Et nos sensibilités politiques sont mises de côté. Heureusement pour moi, parce qu'à l'échelle d'une commune de moins de 3500 habitants, ça n'a pas de sens. La démocratie, d'ailleurs, tu l'as dit toi-même vendredi dernier lors de la remise du prix du plus beau village de Haute-Loire, au sens noble du terme, c'est la vie de la cité. Du coup, Manu, c'est plutôt pour moi des débats, des échanges d'arguments, des points de vue, mais c'est pas cette politisation qu'avec cette lettre, tu as introduite pour Saint-Didier. Enfin, je vais essayer d'être courte sur ma deuxième question. Le jour de ton élection, il y a un élément qui m'a vraiment marqué. Alors moi qui étais une nouvelle dans ce monde du conseil municipal, tu as parlé d'honnêteté et de transparence envers le conseil municipal et envers la population. Alors du coup, je vais te poser ma deuxième question. Est-ce qu'à chaque élection, tu vas envoyer une lettre aux désidériens en leur montrant toutes les subventions qui sont attribuées par l'Europe, par l'État, par le département, par la Comcom? Parce que je me dis que, quitte à faire de la communication financière, comme tu l'as fait du coup dans ce courrier, autant être honnête et afficher un soutien financier de toutes les strates publiques.
Autant donner l'ensemble des éléments complets à nos administrés et du coup les laisser libres de leurs choix électoraux en ayant toutes les cartes en main. Tout ça pour dire, vous l'aurez bien compris, que je désapprouve totalement l'envoi de ce courrier, car accepter d'être une mairie outil de propagande électorale pour un parti politique, je répète, quel qu'il soit, c'est très dommage et pour moi ça instaure un effet vraiment clivant au sein du conseil pour ma part et envers la population, en tout cas avec les gens que j'ai pu rencontrer. Donc pour conclure, effectivement, on a tous le droit de soutenir et de voter pour qui on veut, mais laissons le libre choix à nos administrés. Belle lettre. Donc j'ai bien aimé parce que tu m'as tutoyé, donc ça veut dire qu'on a encore de bons rapports. Donc Manu Salgado, dès son élection, il s'est mis en dispo. Donc s'il s'est mis en dispo, c'est pour la commune et la Comcom, pour donner de lui pour le territoire, et je pense que je passe de nombreuses heures à la commune, donc vis-à-vis de ce que je donne pour la commune, je me regarde encore dans la glace le matin et je suis bien tranquille à ce sujet-là. Des fois je me rase, des fois je me rase pas, ça dépend des jours. Donc on a aussi acté ensemble un plan de mandat. Je pense que tous les projets qu'on a dedans, c'est des projets d'intérêt communal, où j'y ai mis du cœur, sur les tennis couverts, centre socio-culturel, enfin le carrefour de la mairie, sur la rénovation du centre-bourg ou autre. Donc je pense que là-dessus c'est de la politique au sens de la cité. Donc je pense pas que notre projet politique communal on en est à rougir, donc même je pense qu'on peut en être fier. Et puis on se rend compte qu'on est dans une configuration territoriale en France, que si on enlève le département et la commune aujourd'hui pour nous aider financièrement, on n'a plus c'est des partenaires forts. Donc je me suis beaucoup posé la question avant d'envoyer ce courrier qui soutenait, déjà j'avais rajouté Caroline Di Vincenzo parce que la municipalité actuelle et précédente ont eu de très bons rapports avec ces gens. C'est plutôt ça que j'ai voulu souligner, et bien évidemment l'effort financier dont on bénéficie, alors qu'on sait ce qu'on a, surtout pour le Haut-Clair, parce que la région précédente, quand c'était M. Souchon, ici on n'a jamais vu un centime. Donc je me suis posé la question, et avant d'y répondre, j'ai posé la question aux autres maires du territoire aussi. Alors la réponse n'est pas facile à prendre, mais je me suis dit que des moments aussi il fallait s'engager, pas forcément par rapport au parti, mais plus par rapport à dire qu'aujourd'hui on a de bons rapports avec la région, qui nous a encore donné 50% pour les pompes à chaleur de la piscine, et que ces rapports, j'espère, c'était plus par rapport à l'état d'esprit et aux relations qu'on a, que ces rapports perdurent dans de bonnes conditions, mais j'ai pas voulu influencer le vote des désidériens. J'ai surtout voulu rappeler ce qui avait été obtenu financièrement, et on sollicitera très prochainement aussi le département pour des projets, la région aussi encore, et je crois que j'ai défendu plein de projets, et plus la commune par rapport à ce courrier, comme le faisait si bien Théophile Massot à Firminy, on connaissait du bord qu'il était, il a été mangé à tous les râteliers pour sa commune, donc je crois qu'il faut aussi, au bout d'un moment en tant que maire, se positionner, mais pas vouloir influencer. Je pense que les gens, déjà je pense que le courrier ça n'a pas marché parce qu'ils ne sont pas votés du tout, mais c'était pas le but d'influencer, là je le dis sincèrement, honnêtement, de bonne foi. C'était plutôt de dire on a eu aujourd'hui pas mal de choses et j'espère que ça continuera dans le futur. En fait c'est ce que ça disait. L'année prochaine on a des élections nationales, là c'est pareil, on va demander au maire de se positionner. Je vous dis tout de suite, je prendrai position probablement pas. Là ça serait plutôt de la politique politicienne, mais je pense que la région c'est un échelon territorial où on doit dépasser les clivages, et on a besoin de notre région pour soutenir, parce que si on l'enlevait, qu'est-ce qu'on ferait des transports scolaires, qu'est-ce qu'on ferait de nos lycées, il nous reste aussi un petit peu, qu'est-ce qu'on ferait pour beaucoup d'autres choses, pour l'économie. Donc voilà, j'ai hésité, je l'ai fait, je l'assume, parce que sinon je l'aurais pas fait. Ça a coûté 0 € à la commune, à part des heures de marche à pied pour ceux qui en ont distribué. Donc déjà j'étais clean là-dessus et tranquille. Et après, je pense pas que ça ait influencé des gens. C'est sûr que ça a suscité donc des réactions, j'en ai eu plusieurs. Donc, dont certaines, oui, tu as bien fait de le faire, dont d'autres, pourquoi tu as fait ça, puisque tu dis que tu es apolitique dans le courrier.
Ça ne nous empêchera pas, je pense, de continuer nos rapports avec l'ensemble des décidériens et de défendre notre commune. C'est mon objectif principal, c'est de défendre notre commune et notre territoire, parce qu'on est aussi sur une communauté de communes, sans regarder d'où on peut trouver des financements, mais pour l'instant, si on arrive à garder encore un mandat de plus, des conditions comme ça pour la région, ça ne me dérangera pas non plus vis-à-vis des finances locales. Voilà tout ce que je peux dire. Mais c'est une bonne question et tu as bien fait de la poser parce que elle s'est pas posée qu'ici. Bon, après, voilà, maintenant je pense que ces élections sont passées, il faut qu'on monte bien nos dossiers de sub, qu'on travaille correctement pour la commune, au fait des administrés dans tous les domaines, hein, comme on l'a vu tout à l'heure pendant toutes nos délibres, puisqu'il y en a pour tout le monde. Et puis, ça restera dans l'histoire, certes, mais je pense que voilà, c'est le futur qui compte, l'avenir. Et bon, tout ça, normalement, d'ici la fin de mandat, je ne ferai plus de courrier. Y a-t-il d'autres choses? Moi, j'aurais plusieurs petites questions. La première, sur l'école d'Olto, apparemment, les études du soir qu'il y avait, 2 soirs par semaine, vont être supprimées. On peut en avoir un peu plus d'informations sur ce sujet. Supprimées, parce que il y a quelques années de ça, on avait travaillé ensemble sur la Comcom pour mettre tout ce qui était périscolaire en place et pour que les écoles soient toutes au même niveau. Donc il avait été décidé que les enfants seraient pris en charge à 4h30. L'aide aux devoirs est possible au périscolaire. Donc on trouvait que ça faisait double emploi. Et on a supprimé, oui, les études à Dolto. Ça a été présenté en conseil d'école, Oui, mais ça a été supprimé à la rentrée de l'année dernière, déjà cette année. Donc oui, on en avait parlé en conseil d'école. Je le retrouve, j'ai pas les comptes rendus là, mais oui, je le retrouverai. Après, c'est d'autres questions plus générales. La fresque, on relance à chaque fois, mais je sais pas combien de temps elle va attendre là-haut chez allons. Donc, je vois qu'il y a des gens du cinéma. Il y a un poisson nommé Vanda, c'est un titre de film. Et ben là, on l'appellera une fresque nommée Désir. Et puis, c'est toujours dans les mêmes négociations entre l'installateur et le CEMAV. Donc, la commune n'a pas changé d'avis, l'emplacement n'a pas changé. Et comment répondre? Ils se sont rencontrés, ça c'est sûr. Et maintenant, l'installateur électrique, disons qu'il joue un peu au ping-pong, en disant on doit mettre du courant avant que j'installe. Maintenant, on arrive bientôt au 14 juillet, je remettrai un coup de pied dans la fourmilière début septembre, mais en rigolant un peu moins, je trouve. Je pense qu'aussi les entreprises ont beaucoup de boulot, mais il faut absolument qu'avant Noël prochain, maintenant je prends des délais assez larges pour répondre, elles sont installées parce que les choses ont été faites en ce sens, surtout qu'elle est, oui, dans un local du fournisseur, prête à installer. Ok. Lors du dernier conseil, je t'avais parlé à propos d'un courrier qui avait dû être envoyé en mairie, adressé à tous les conseillers municipaux. Tu nous avais dit que tu y répondrais, que tu nous ferais part de cette réponse au prochain conseil. Et donc, il faut bien faire des courriers des fois aux gens. Mais là, ce sera une personne, c'est Madame Gaden Karine, donc qui habite 3 avenue Saint-Roch, qui a décidé que tous les conseillers municipaux soient informés qui habite en face du stade de Joseph Colère à Saint-Roch, que ses enfants, pour traverser la chaussée, elle estime qu'ils sont en danger. Qu'après le virage de la maison de retraite, au niveau des containers poubelles, la ligne droite débute avec beaucoup de véhicules qui sont largement au-delà des 30 km/h. Donc en fait, elle nous parle de vitesse et de dangerosité sur cette avenue, grosso modo. Et elle réclame qu'on ajoute soit des dodanes, soit des panneaux
soit ajouter surtout des panneaux ou des dodanes, ou des contrôles de vitesse. Donc elle a fait signer une vingtaine de personnes. Donc je répondrai qu'à elle, puisque c'est elle qui quand même a fait cette pétition, dont des personnes qui habitent pas trop le quartier, alors qui ont dû la signer par solidarité ou par aussi défiance de la vitesse, et d'autres qui sentaient plus ou moins concernés. Mais je pense que la pétition, c'est pas le bon moyen. Mais je lui redirai que le bureau de Manu Salgado, il est ouvert, ou des adjoints, et que déjà, d'une part, je lui dirai dans le courrier que je remercie nos aînés élus d'avoir sécurisé cette avenue. Parce que quand même, quand j'étais plus jeune, ça commence à dater, c'était très dangereux. Il y a des trottoirs de chaque côté, donc évidemment, on peut quand même s'inquiéter parfois de certaines personnes qui ne respectent pas le code de la route, mais cette route, qui est une voirie communautaire, doit être refaite cette année. Donc je lui répondrai ça aussi, et qu'à l'issue de ça, on peut envisager de rajouter des passages piétons et quelques panneaux. Et puis je vais lui dire que j'ai rencontré récemment la gendarmerie dans les bilans qu'on fait tous les trimestres, et qui constate que les excès de vitesse sont légion sur toutes nos routes communales ou départementales. Donc après, est-ce que le Dodan, on en a déjà 4 sur cette route, ceux qui la prennent fréquemment, peut-être que, bon, je vois la commune d'Aurec-sur-Mer, pour pas les nommer, ont un policier municipal qui va faire des contrôles de vitesse. Donc est-ce que c'est ça aussi la situation? On prend les 10 premiers, après on se barre parce qu'on prend tout le monde. Je crois qu'aussi l'aménagement de cette avenue Saint-Roch, on va dire, on a un souci de cadastral au niveau de l'EHPAD, où le terrain du parc, c'est un peu tout faux sur le cadastre. Donc je crois aussi que quand on fera ça, quand on aura réinstallé un climat à la maison de retraite, on pourrait aussi négocier, voir avec eux et agrandir un peu le trottoir qui commence vers le stop pour aller rejoindre le stade Saint-Roch. Donc c'est pas des réponses de Gascon, mais c'est ce que je vous propose, vu que le courrier est adressé à tout le monde, je propose de lui répondre dans ce sens. Juste pour préciser, les dodanes, avant de rajouter des dodanes, il faut faire attention, parce qu'un dodane, c'est une voiture qui ralentit, qui accélère. Donc beaucoup de bruit en plus pour le voisinage. Ouais, on peut peut-être faire une résine aussi, une résine un peu plus spéciale pour un passage piéton. Et puis en 25 ans, il y a eu un accident grave, pas dû à la vitesse, dû au soleil, malheureusement, pour la pauvre personne, et une voiture qui s'est renversée. Donc, pour moi, c'est pas une avenue qui est très rapide, malgré tout, parce qu'il y en a toujours des fous, et moi j'y passe tous les jours, tu y passes tous les jours, Fred. J'aimerais qu'il y en ait qui nous donnent une solution. Je sais pas si elle existe, quoi. Voilà. C'est sûr que c'est toujours problématique, mais bon, comme tu as dit l'autre jour, hein, Manu, tu vas rendre un écrit, donc c'est déjà bien et c'est déjà important pour les administrés. Je dis pas que la solution c'est un dodane, moi je dis rien, moi je veux juste, les administrés envoient un courrier, moi je pose juste la question de savoir où en est ce courrier-là. Je sais que c'est très compliqué, hein, à chaque fois qu'on a ces questions qui sont soulevées de vitesse, on le sait depuis des années sur le CD 500, ça arrive ailleurs aussi, et à mon avis il y aura d'autres solutions, d'autres cas qui vont se présenter à nous, où les gens vont demander de faire des aménagements. Ces aménagements sont toujours très compliqués, mais comme tu l'as dit, les gens attendent d'avoir une réponse. Moi c'était juste ma question du soir, de savoir si la réponse allait être effectuée. Donc tu m'as répondu, je t'en remercie. Tant que j'ai la parole, je veux la garder. J'aurais aimé avoir aussi des explications. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'entre la mairie de La Siauve et la mairie de Saint-Didier, il y avait des échanges de personnel, ou en tout cas des affectations de personnel, pour pallier à des absences sur la mairie de La Siauve. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose, ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il en est? Merci. Donc, il y a bien eu des choses qui se sont passées, donc tu as des bons informateurs ou informatrices. Je crois que sur un niveau territorial, on se doit d'être solidaire entre élus, parce que des moments, on peut avoir besoin d'aide. Donc, j'ai été sollicité par Bruno Marcon par rapport à son départ de son secrétaire de mairie à retraite, par rapport à de la facturation artère.
Il nous a demandé un service, donc j'en ai parlé avec notre directrice des services, qui n'était pas trop d'accord, mais on a fait une cote mal taillée pour qu'une de nos secrétaires ait fait une demi-journée de facturation à la SIO, pour rendre service, parce qu'ils avaient, je sais plus, 80 factures en retard. Donc je pense que c'est un échange de bons procédés, alors certes dans un sens, est-ce que ça remontera, j'en sais rien. Ça peut arriver aussi l'hiver avec nos gars qui donnent un coup de main pour déneiger, dans un sens ou dans l'autre. Je pense que l'objectif de cette aide, substantielle, hein, d'une demi-journée qui ne changera rien sur notre budget, c'était plus pour maintenir les bonnes relations qu'on a, plutôt que, évidemment, de dilapider de l'argent ou autre. C'était juste, oui, comme on dit, un coup de main, où on n'a rien demandé en échange, et pour justement maintenir ces bons rapports, parce que on verra que dans le futur, on a besoin de ces rapports politiques importants, on a des choses à voir sur la communauté de communes, sur la tarification de l'eau, sur la tarification des poubelles, sur une vision du développement économique, et je pense que les bons rapports, bon voilà, c'est un coup de main, ça a été une décision qu'il fallait prendre, il fallait dire oui ou il fallait dire non. Effectivement, j'ai dit oui pour une demi-journée de travail. Ok, mais ça veut dire quoi, qu'il y a eu une convention qui est signée avec la commune de la Siauve? Non. Ça a été fait à la bonne franquette. L'agent était d'accord? Donc l'agent, c'était sur son chemin pour venir de Morgard. Donc après, elle s'est arrêtée. Non, l'agent était... l'agent m'a dit, si tu me demandes... Je lui ai expliqué la même chose que je viens de vous dire. Je lui ai dit, c'est pour rendre service. L'agent m'a dit, je le fais parce que... bon, j'estime que vous avez des rapports comme ça, et puis que... Mais c'était pas d'accord pour faire une semaine, évidemment. Mais une demi-journée, ça a rendu service à tout le monde. Effectivement, c'est des choses qu'on pourrait faire de façon plus conventionnelle. Là, c'était un coup de main au pied levé, comme on pourrait le faire sur un coup de chasse-neige ou quelque chose. C'est sûr que si la durée aurait été plus longue, il aurait fallu faire une convention et des défraiements. Pour une demi-journée, j'ai estimé qu'on pouvait le faire à l'amiable. Après, on continue le tour. Juste un bref topo des animations de l'été, avec des acteurs réguliers, le camping qui propose pas mal d'animations, le cinéma, avec un film chaque semaine, la piscine qui est ouverte jusqu'au 29 août, la Boria, les ateliers, les artistes qui animent notre village, les associations aussi, samedi la pétanque de Grappenroll, on a aussi le GLAD qui organise la Vogue le week-end du 24 juillet, les Bédouins qui organisent la fête de la musique le 27 août, le vide-grenier le 21 août, les marchés animés le 18 juillet le prochain, puis on aura également un au 15 août et un autre au 19 septembre. Une grosse date qui arrive surtout, on attend l'inauguration de la le 28 août, le lendemain de la fête de la musique, le matin à 11h, et un vernissage des tableaux du printemps des couleurs le 28 août à 18h30 en la halle. Voilà, les rues piétonnes marchent bien, les rues piétonnes sont encore là cette année, les vendredis, les samedis, les dimanches, soir, de 18h à 1h, pour les marchés de producteurs et de créateurs également, des rues piétonnes. Puis voilà, c'est tout. Hop, ça sera... Donc ça chauffe. Donc moi, c'est pas une question hein, non plus, c'est plutôt une réponse à une question qui avait été posée sur le parc naturel. Voilà. Donc on a des réunions, je représente la communauté de communes, puisque Saint-Didier jusqu'à maintenant n'est pas associé à la révision de la charte. Et ces réunions, elles sont faites à l'échelle de ce qu'ils appellent le groupe Sud, sur les 21 communes de la Haute-Loire et de l'Ardèche qui sont proposées dans l'extension du périmètre et qu'on voit là sur ce qui s'affiche à l'écran, donc avec deux teintes de vert, la plus claire sur le périmètre actuel et la plus foncée sur les 21 communes à incorporer éventuellement. Donc
C'est une procédure qui dure 4 ans. Donc j'ai l'échéancier, là je vais le faire apparaître aussi. Donc qui est là. Voilà. Donc ça, c'est la durée de la procédure, 4 ans, et on en est donc au début, à la délibération de la région qui a approuvé la mise en révision de la charte par une décision du 29 avril 2021. Donc les échanges démarrent maintenant. Une fois qu'elle sera adoptée, cette révision, si elle l'est, elle aura une durée de vie de 15 ans. Pour être adoptée, il y a une règle de majorité qualifiée qui dit qu'au moins 2/3 des communes qui représentent le nouveau périmètre, qui comportent au moins la moitié de la population et qui représentent au moins 3/4 de la superficie du périmètre doivent l'approuver. Donc ce sont les communes seules qui sont questionnées. Et si une commune adopte le nouveau périmètre, elle entre dans la révision de la charte, même si la communauté de communes s'y oppose. La différence entre le fait que la communauté de communes adhère ou pas, c'est la cotisation, elle est supportée en entier par la commune, et si la communauté de communes est d'accord, elle est supportée en partie. Donc si la communauté de communes adhère, il y a 0,30 centimes à la charge de la commune par habitant sur le périmètre, parce qu'il y a des communes comme Saint-Just qui sont prises qu'à moitié, et 1,80 € pour la communauté de communes. Si la communauté de communes n'adhère pas, c'est la commune qui prend à sa charge les 2,10 € donc par habitant et uniquement sur le périmètre. Je dis ça parce qu'on a vu des articles il n'y a pas très longtemps, là, même dans le Progrès sur Saint-Just par Jean-Pierre Samuel, qui mettait un peu le faux aux poudres en disant que c'était 10 € par habitant, c'est pas ça du tout. Voilà. Donc je représentais la communauté de communes, mais quand même en étant élue de Saint-Didier, j'ai pas pu m'empêcher de demander pourquoi la petite dent creuse là-haut à Chandelan n'était pas incluse dans le périmètre d'études. Alors c'est pas prévu effectivement, mais bon, ils vont étudier la question. Voilà. Merci. Allez, on va finir par, j'ai 4 informations à vous donner. Donc première, je vous l'ai déjà dit, le projet d'aménagement du carrefour est sur une table dans le couloir et disponible aux yeux de tous. Deuxième chose, on a été sollicité par l'OGEC pour le permis de construire du collège Jeanne d'Arc pour se porter caution du prêt, montant 1 223 000, où il solliciterait que le département se porte caution à 50% du prêt et la commune à 50%. Donc ça s'est déjà fait dans le passé. Donc on les a eu l'autre fois pour leur dire qu'on n'était pas hostile à réfléchir. La commission école se prononcera au mois de septembre, comme ça on pourra délibérer sur ce soutien au conseil de septembre. Bon, on a tous les dossiers, toutes les données, mais bon, elles n'étaient pas analysables entièrement pour ce soir, donc sont transmises à la commission école. Troisième chose, et c'est pas pour faire de la politique politicienne ni pour faire des courriers, mais je répète qu'on a eu l'arrêté attributif de subvention de la région dans le cadre d'un deuxième bonus relance pour nos pompes à chaleur de la piscine, donc 72 000 € hors taxe. On a eu 36 000 €. Donc c'est les bienvenus puisque c'était une dépense imprévue. Il n'y avait plus de chauffage à la piscine, donc on est bien content de les avoir. On était à 20 000 € par an de chauffage avec nos résistances électriques. On devrait passer à 6 000. J'espère que cet investissement pas trop mal financé permettra à terme de faire des économies de chauffage. Et la dernière chose, je rappelle à l'ensemble du conseil que vous êtes conviés aux cérémonies du 14 juillet, donc cette année à la Siauve, à 10h30 au Monument aux Morts. Ensuite, on monte à pied jusqu'à la mairie, remise des visites du matériel, des troupes, remise des récompenses, allocution des élus, puis apéritif musical. Et je vous souhaite un très bon été à tous, de bonnes vacances pour ceux qui en auront, et puis je vous redonne rendez-vous pour le prochain conseil au mois de septembre. Merci. Fin du conseil, 21h43.